Bonjour Eliaou, je suis très heureux de vous recevoir à nouveau aujourd'hui dans le cadre du podcast Fiscalia, donc cabinet Drey & Drey à Jérusalem et Tel Aviv. Aujourd'hui, un sujet qui va intéresser beaucoup de gens. Est-ce qu'en Israël, il vaut mieux être salarié ou être indépendant? Donc indépendant, on appelle OSEC, on appelle ça OSEC en Israël. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un salaire, être salarié tout simplement, ou indépendant en Israël? Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, indiquez-nous quelles sont les différences entre les deux statuts. Alors voilà, donc en Israël, il y a deux statuts de OSEC, OSEC Mourché et OSEC Patour. Donc pour le cas, comme on le dit, ce sont des indépendants, comme l'auto-entrepreneur en France. Donc si on veut comparer avec un salarié, il est soumis au régime du salarié, c'est-à-dire il a un contrat avec un employeur, donc il a certains avantages et certains inconvénients. L'indépendant est sous forme contractuelle avec son client. Donc ça veut dire, si on veut trouver, on va dire, les différences fondamentales entre les deux, c'est que l'employé aura certains avantages sociaux, il aura les cotisations retraite, il aura les congés payés, il aura le droit au chômage, etc. C'est son patron qui va lui faire les prélèvements à la source. Mais l'indépendant, c'est lui qui, en fait, ça sera lui directement qui devra cotiser lui tout seul, faire ses paiements, etc. Et il n'aura pas les mêmes avantages sociaux. Un OSEC en Israël n'a pas le droit au chômage si jamais son client le remercie du jour au lendemain. En France aussi, je crois, la même chose. Exact. Donc voilà, c'est ça les différences, on va dire, fondamentales. Donc plus de droits sociaux pour le salarié, classique. Exact. Mais en même temps, quand on est indépendant, on part en vacances quand on veut. Et on cotise soi-même à sa propre caisse de retraite, en fait, j'ai envie de dire. Donc en fait, c'est une retraite par capitalisation, essentiellement. C'est la bourse, c'est ça, qui donne des très bons rendements. En fait. Et en fait, contractuellement, en fait, un indépendant peut quitter, en fait, peut rompre le contrat, en fait, suivant les clauses, évidemment, mais pratiquement du jour au lendemain s'il en a envie, quoi. En fait, si c'est pas défini contractuellement. Donc il est beaucoup plus libre, beaucoup plus souple, voilà, c'est beaucoup plus souple. Et il est indépendant, comme le mot le dit. Il peut donc indépendant, il peut avoir plusieurs clients. Donc deux cas de figure par contre. OSEC Patour, OSEC Mourché. Rapidement les différences. On va dire voilà, l'OSEC Patour, ça va être une petite structure. Il pourra facturer jusqu'à 120 000 shekels à l'année, d'accord, donc à l'année calendaire, 1er janvier 31 décembre. Il y a certains corps de métier qui n'ont pas le droit d'être en OSEC Patour. Un expert comptable, un avocat, un médecin n'auront pas le droit d'être en OSEC Patour. L'OSEC Mourché, il n'a pas de limite de chiffre d'affaires. Il peut facturer des millions s'il les gagne. Il est soumis à la TVA. Donc ça veut dire qu'il doit payer, reverser la TVA sur ses encaissements. En même temps, il peut récupérer la TVA sur ses dépenses. Voilà la différence fondamentale. Quel type de métier? À quel type de, par exemple, l'immobilier, je suppose ou... Voilà, par exemple, un agent immobilier, par exemple, il sera obligé, lui, par contre, d'être en OSEC Mourché. C'est comme un avocat ou un expert comptable. Il y a certains corps de métier. Ok, très bien. Les avantages fiscaux, donc, on vient de les définir ou il y en aurait d'autres? La différence, c'est qu'un salarié, par exemple, n'a pas le droit de reconnaître des frais. Il n'a pas le droit de reconnaître de dépenses. Oui. Contrario à un OSEC. Un indépendant. Un indépendant, il aura le droit de reconnaître des dépenses et donc son imposition sera moindre. Une petite question. Alors, est-ce qu'un indépendant, donc un OSEC, Patour ou Mourché, peu importe, alors, il ne peut pas se verser de salaire, j'entends bien, mais est-ce qu'il peut avoir un salarié? Ou est-ce qu'il doit travailler, s'il a quelqu'un dans son équipe ou des personnes dans son équipe, est-ce qu'il doit travailler forcément avec d'autres OSEC? Il n'a aucun souci d'être lui-même employeur. Un OSEC Mourché peut lui-même être employeur. Son propre employé ou pas? Non. Il ne peut pas s'employer lui-même. Mais par exemple, il peut employer de tierces personnes. Et leur verser un salaire. Il peut leur verser un salaire. Il n'y a pas de limite. Néanmoins, on va préconiser quand même, au bout de quelques salariés déjà, de passer en Chevra Ba'am, d'avoir une protection juridique, puisque l'OSEC Mourché, c'est sa Teudat Zehut, c'est lui-même qui est responsable. C'est lui en personnel. Donc voilà, si un jour un de ses employés veut l'attaquer, il attaque lui personnellement. D'accord, ok, très bien. Question, à partir de quel niveau de revenu est-il plus intéressant d'être salarié ou plutôt indépendant, OSEC? Ou inversement, Qu'est-ce qui fait le... Alors, ce qu'on va voir déjà, c'est est-ce qu'il y a une différence... Enfin, est-ce que le OSEC pourrait... Moi, je crois qu'en fait, il y a deux mentalités. Il y a des gens qui ont toujours été salariés dans leur vie, et quand on leur demande d'être indépendants, c'est un petit peu compliqué pour eux. Ouais, exact. Et pourtant, moi, je connais des cadres de haut niveau qui ont été salariés dans des très grosses boîtes, et il y a un âge où, en fait, on leur demande de passer indépendant.
Donc en fait, ça change pas tellement au niveau de leurs revenus, mais ça change en termes de relationnel qu'ils ont avec parfois avec leur ancien employeur d'ailleurs. Oui, ou même souvent, ce qui va arriver, c'est à un certain âge, bon, ben, on a bossé pendant pas mal d'années pour la même boîte, on va continuer pour bosser avec elle, mais en fait, on veut se donner une certaine liberté en fait, d'avoir d'autres clients, d'autres clientèles. Bon, le monde évolue. Voilà. Exactement. Donc, si on n'est que salarié, on ne pourra pas facturer. Mais si par contre, on ouvre un OSEC Mourchet, par exemple, alors on va en fait continuer à travailler pour notre ancien employeur avec facturation, mais on va se donner une liberté d'avoir d'autres clients. Donc, souvent, il y en a qui vont faire comme ça. Ok. D'accord, très bien. Et donc, à partir de quel niveau de revenu est-il plus intéressant de basculer d'un statut à un autre? C'est pas forcément, enfin souvent on va pas forcément avoir on va pas forcément te donner le choix. Il y a certains employeurs qui vont dire, écoute, tu veux bosser pour moi. Non, c'est un choix personnel. Je veux dire, je suis salarié. Est-ce que à partir d'un certain montant de revenus, c'est plus intéressant pour moi d'être indépendant, mais quitte à travailler toujours à même sans changer la relation. Alors en fait, c'est... mettons-nous du côté de... C'est moi qui ai le choix, j'ai compris. Voilà. D'accord. En fait, il faudra voir déjà, est-ce qu'on peut... Il y a des frais qu'on pourrait faire passer. Comme j'ai dit, un salarié ne peut pas faire reconnaître de frais. Si jamais cette personne, en ayant un OSEC, pourrait faire passer certains frais qu'il aurait, bah forcément, donc, il pourrait les faire... S'il ouvrait un OSEC Mourchet, il pourrait réduire son imposition. S'il veut cotiser plus pour sa retraite, ça donne certains avantages fiscaux. Par exemple, son employeur ne veut pas lui faire un Keren-Ishtalmout et lui le voudrait en personnel. C'est un fonds de placement, c'est dommage, ça donne des intérêts fiscaux. Bah, il dit, écoute, si je suis en OSEC Mourchet, ben, je suis patron de moi-même, donc je peux me cotiser. Donc souvent, il va avoir cette petite, ce petit dilemme qu'à un certain moment, après, il y a encore autre chose. Est-ce qu'il peut faire les deux? Il peut faire les deux. De la même société? Ouais, techniquement c'est possible. Donc ça s'étudie en fait, ce que vous me dites, c'est que... Ça s'étudie, ça existe. Ça existe, c'est assez rare. Je suis salarié le matin et l'après-midi je travaille toujours dans le même bureau, mais en fait on peut me bosser toute la journée. En fait, souvent ce qu'il risque d'avoir, c'est qu'en fait, on va lui donner un fixe en tant que salarié. Et tout ce qui est commission, on va lui dire par contre c'est pas lié au... voilà. Par exemple, on n'est pas associé techniquement sur cette partie-là. Tout ce qui est commission, c'est sous facturation. Ça, c'est fréquent. Ça, c'est fréquent. D'accord. Ok. Très intéressant. Donc, ça s'étudie, j'ai compris. Mais est-ce qu'il y a un niveau de revenu, quand même? C'est ça ma question de base. Est-ce que, à partir de 300 000, je vous donne ce montant-là parce que... Qu'on soit salarié ou au OSEC Mourchet ou au OSEC Patour, peu importe, on est en imposition progressive. Imposition personnelle progressive. C'est les échelons. C'est l'impôt progressif. Okay. Donc, il n'y a pas plus. Enfin, donc après, le calcul se fait sur la retraite, sur les vacances la durée des vacances qu'on veut avoir. Voilà. Je le vois plus d'un côté social que la personne pourra dire, écoute, non, mais je veux plus être bloqué, que tu me donnes des heures. J'ai envie d'avoir des missions. Et au niveau de l'emprunt bancaire, parce que quand on est salarié, c'est une vraie question. Ouais, très bonne question. En tout cas en France, moi je me rappelle que quand on était indépendant, ou même qu'on avait sa société, l'emprunt bancaire reste compliqué. Parce que la banque, en fait, s'assure, en fait, la banque demande simplement les 3 dernières feuilles de salaire, aussi bête que ça, c'est très bête. Enfin, c'est un système qui pour moi est dépassé, mais c'est comme ça. Et en tant que salarié, il faut une projection. Et puis ils se disent, s'il y a toujours le chômage. Voilà. Quand on est indépendant, il n'y a pas de filet, finalement. Le filet, c'est ce qu'on aura mis de côté, capitalisé. Exactement. Alors, comment ça se passe en Israël? Alors, c'est vrai. Parce que l'immobilier, c'est quand même... Vous avez entièrement raison dessus. Si quelqu'un, s'il avait le choix, si on reprend la question précédente, de dire si j'ai le choix d'être salarié au OSEC Mourchet, par exemple, et qu'on a besoin de faire un emprunt bancaire, alors c'est sûr que la banque se contentera des 3 dernières fiches de paye et c'est tout. D'accord? Peu importe si j'ai 3 fiches de paye chez un employeur et encore d'autres fiches de paye ponctuelles, on va dire, chez un autre employeur, la banque se suffira des 3 derniers mois. Par contre, pour un OSEC Mourchet, il faudrait une attestation d'un expert comptable de l'année en cours, de combien la personne a gagné, et également de l'année précédente. Et s'il y a des évaluations un petit peu bizarres, on va dire, la banque posera des questions. Mais par contre, si on est salarié, il n'y a pas de questions. D'accord. Donc c'est un point intéressant, ça. Ouais. Bon, bien entendu, après, s'il y a quelqu'un de plus d'ancienneté, etc., bien entendu, ça jouera aussi dessus. Oui. Mais c'est vrai que pour le OSEC, ça sera plus complexe, il y aura plus de documents à fournir et plus une histoire à raconter. Et pour un OSEC, donc un indépendant, on revient dessus, qu'il soit Mourchet ou Patour, donc avec TVA ou sans TVA,
et un revenu maximum aussi. Quelles sont ses obligations comptables et administratives? Alors, le OSEC, on va prendre le plus simple pour commencer. Le OSEC Patour, il a une déclaration fiscale à rendre une fois par an. Il a un certain chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Patour, c'est sans TVA. C'est sans TVA. Il a un certain chiffre d'affaires à ne pas dépasser, donc 120 000 shekels annuels. Il a une déclaration fiscale à rendre aux impôts, et c'est tout. Voilà ses obligations fiscales. Bien entendu, il doit tenir un livre de compte, il doit sortir des factures, donc des cabalotes quand il est payé. Mais techniquement, ça s'arrête à peu près là pour un OSEC Patour. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais techniquement, ça s'arrête un peu là. Donc hyper simple. Très simple. Et ça s'ouvre facilement. Ça s'ouvre très facilement, ça se ferme facilement. C'est un dossier simple, d'accord? On parle de 120 000 shekels l'année, c'est 10 000 shekels par mois, c'est pas beaucoup. Ouais. Voilà, le fisc n'a pas vraiment d'intérêt à alourdir administrativement ce genre de dossier. Un OSEC Mourché, c'est différent. Parce qu'il y a de la TVA. Il y a de la TVA, on parle de plus gros chiffres. Il y a une valeur ajoutée. Le MAM, c'est quoi? Donc cette taxe sur la valeur ajoutée. Bref, il y a des déclarations à faire au moins tous les 2 mois. Il y a des dossiers, c'est mensuel. Déclaration de TVA, payer des acomptes aux impôts. Alors le OSEC Patour, il peut être soumis également à le faire, mais en général, non. Un OSEC Mourché va devoir également donner des acomptes tous les mois aux impôts. Il y a une déclaration fiscale annuelle. Les deux sont aussi soumis, donc le OSEC Patour et le OSEC Mourché sont également soumis à des acomptes obitoires Leumi. Mais voilà, donc techniquement, si on veut les comparer aux salariés, c'est le but du podcast, un salarié n'a aucune contrainte en Israël. Si quelqu'un est uniquement salarié, il n'a même pas de déclaration fiscale à rendre. Contrario de la France. En France, tout le monde doit rendre. En Israël, ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui serait uniquement salarié ne doit pas rendre de déclaration fiscale annuelle puisque son impôt est prélevé à la source. Oui. Ok. Et concernant la retraite ou l'habitoire Leumi, l'assurance sociale, je ne sais pas comme ça, c'est comme ça qu'on dit. Oui, exact. Comment est-ce que le choix du statut va affecter, est-ce que le choix du statut va affecter justement la retraite ou l'habitoire Leumi? Déjà oui. En fait, ce qui se passe, c'est que donc un salarié, on va pas lui laisser le choix. Un salarié, on va lui prélever à la source ses cotisations retraite, son bitoire Leumi, sans lui poser de questions. Un OSEC, c'est différent. Son bitoire Leumi, c'est... En fait, en Israël, le salarié a juste le droit de choisir sa caisse de retraite. Exact, c'est le seul choix qu'il a. C'est le seul choix qu'il a. Hein. C'est le seul choix qu'on lui laisse. Un OSEC, il y a des différences quand même. Enfin, c'est un vrai sujet, on reviendra dessus. Mais... Il y a des différences, mais bon, sur le long terme, c'est pareil, d'accord. Une année, telle boîte a fait telle caisse a fait telle performance, l'année d'après, c'est l'autre qui la dépasse, etc. Pour le OSEC, le bitoire Leumi, on va le considérer d'un point de vue fiscal, c'est comme un impôt, d'accord. Il doit payer X argent en fin d'année, alors il paye des acomptes, et au moment du bilan annuel, il y a la régule. Donc ça, c'est le bitoire Leumi, peu importe qu'il a payé suffisamment d'acomptes ou pas, au moment du bilan, il devra payer le bitoire Leumi qu'il aurait dû payer. La retraite, c'est différent. La loi exige, actuellement en 2025, à payer si quelqu'un gagne un certain montant. Donc si quelqu'un pourrait même gagner 500 000 shekels par an, on lui exigerait de cotiser à peu près vers 12 000 shekels annuels à la caisse de retraite. Donc si quelqu'un gagnerait beaucoup moins, quelqu'un qui gagnerait 12 000 shekels 12 000 shekels annuels de cotisation retraite. C'est ce qu'on lui exige en tant que OSEC maximum. Il peut gagner 500 000 shekels ou 1 million de shekels. C'est le maximum que la loi va lui exiger. Maintenant, si quelqu'un gagne moins, il y a des barèmes. Ça peut être des petits montants pour les faibles revenus. Néanmoins, on lui laisse le choix de lui dire, écoute, tu ne voulais pas cotiser pour ta retraite, tu payes une amende à peu près 500 shekels par an. Donc, la problématique, et c'est même bon, on a connu ça également en France, c'est que des gens qui étaient artisans, qui étaient à leur compte, etc., ils arrivent à l'âge de la retraite, ils n'ont rien. À part la petite rémunération que l'État va lui donner. Donc c'est aussi une grosse problématique. D'accord ? Un salarié, donc il va avoir le minimum que le patron va lui cotiser, mais il ne pourra pas exiger à son patron, je veux que tu me cotises plus. Néanmoins, un OSEC Mourché, il peut cotiser des dizaines de milliers de shekalim en plus de ce qu'on lui oblige, parce qu'il dit non, un jour je pourrais pas travailler, donc il me faut une retraite. Donc on lui laisse cotiser ce qu'il veut. Maintenant, l'avantage aussi, c'est que quand on cotise à sa retraite, il y a également les avantages fiscaux dessus. Il y a aussi d'autres, on a parlé tout à l'heure du Keren Ishtalmut, il y a aussi certains avantages à cotiser dans des fonds de placement. Donc voilà, la différence. Mais il est obligé de le faire par une caisse de retraite ou pas ? Oui, exact. Il ne peut pas les placer tout seul en bourse ? Non, il peut choisir dans quelle sorte de placement la caisse va lui mettre. Par exemple, on va conseiller souvent... Plus ou moins risqué ?
Exactement. Par exemple, quelqu'un qui aurait entre 20 et 40 ans va lui dire, écoute, mais je dirais pas 100% bourse, mais vas-y, c'est pas grave. Sur le long terme, ça s'arrangera. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui va approcher de sa retraite, il vaudrait mieux, bon après ça c'est un assureur qui va conseiller tout ça, mais par exemple, il va dire, écoute, je peux mettre le truc général, et en fait la caisse elle-même va adapter selon l'âge de la personne en disant, bon, tu as certain âge, donc toi on va mettre que 50% bourse, et le reste on va mettre sur des obligations d'État par exemple, etc. etc. Pas des obligations d'État françaises. Hein. Je ne le prononce c'est pas. une blague. Okay. Non, parce que là, Ouais. c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y a des risques juridiques ou fiscaux qui sont liés au mauvais choix du statut? Bien sûr, un OSEC, c'est lui-même, c'est sa Teudat Zehut. Donc si jamais demain, un client, un fournisseur, peu importe l'attaque, un employé, on a parlé tout à l'heure qu'un OSEC ou un client, pouvait avoir des salariés, c'est lui. On l'attaque à lui. Il n'a pas de protection juridique. Un salarié... Donc rappelez-nous les sociétés, non, les types les corporations en fait qui devraient être en forme de REVRA finalement. Peut-être, si jamais quelqu'un, bon là on extrapole un petit peu, mais techniquement un OSEC qui commencerait en fait à avoir des problématiques, on va dire, sur sa personne, il faudrait peut-être soit qu'il prenne des assurances pour se protéger. Qui doivent être très chères. Qui doivent être très chères, exactement. Mais à un certain moment, on peut lui dire, écoute, peut-être d'un point de vue fiscal, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une REVRA, donc une de type SARL ou SASU en France. Mais par contre, d'un point de vue juridique, tu as besoin qu'on te crée une nouvelle entité. Qu'on te mette une sorte de carapace. Vous parlez d'un OSEC Patour, c'est très limité, c'est 120 000 shekels par an, exact. Donc ça va pas loin. Par contre, un OSEC Mourché, comme il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires, dès qu'on fait des affaires, du coup, on s'expose c'est courant, quoi. C'est normal, ça fait partie de la vie d'une société. Surtout qu'en Israël, on a l'américaine. Voilà. Les procès, ça y va. Voilà. Et les avocats, il y en a beaucoup. Donc, il y a une raison. Je crois que c'est le pays où il y a le plus d'avocats au mètre carré. Au mètre carré par habitant. Par habitant, je suis sérieux. Donc, je crois que c'est 7 avocats par habitant, un truc de dingue. Ça doit approcher en tout cas. Voilà. Donc, les procès, ça fait partie de la vie d'une société qui se développe. C'est normal. Que ce soit avec des clients, des fournisseurs, des employés, des anciens employés, c'est normal. Donc, il y a un moment où, effectivement, il faut savoir se protéger. Et donc, le fait de passer en REVRA, même si fiscalement, c'est pas forcément beaucoup plus intéressant, il y a plus de coûts aussi. Exact. C'est quelque part acheter un minimum de tranquillité, quoi. N'est-ce pas ? Exactement. Il faudra faire attention. Il y a des fois besoin d'avoir une protection juridique, chose que l'OSEC Mourché ne donne pas. C'est nous-mêmes, c'est notre Teudat Zehut. Donc, il faut faire attention. Est-ce qu'il est possible de se verser un salaire, je crois que je vous ai déjà posé la question, de se verser un salaire en étant propriétaire de sa propre... Donc un OSEC Mourché, non, en fait, il n'a pas de salaire. Il ne peut pas se salarier. Néanmoins, comment est-ce qu'il va savoir combien est-ce qu'il a gagné? En fait, son bénéfice annuel, donc on va prendre ses recettes qu'il a eues, moins ses dépenses, donc ses charges, on arrive à un bénéfice comptable. Ce bénéfice comptable, c'est tout simplement son salaire brut annuel. Est-ce qu'il y aurait des cas... on l'a déjà évoqué, mais des cas où il vaut mieux créer une société, à part les risques juridiques, des corporations qui seraient plus intéressantes. Mettons, je fais de l'import-export, est-ce que c'est plus intéressant d'apparaître en tant que société plutôt qu'en non personnel? Exact. En fait, pour avoir... Si vous voulez importer, Elia Oudrey, il veut importer demain du matériel, je sais pas, de Chine, d'Allemagne ou d'Inde. C'est Elia Oudrey, ou est-ce que vous apparaissez, vous pouvez avoir une marque, une enseigne, quelque chose qui... En fait, il faut comprendre, quand on va conseiller à quelqu'un d'ouvrir une REVRA Baham et donc ne plus être en OSEC, il y a 3 catégories en général. La première catégorie, c'est fiscale. Donc, on paye moins d'impôts. Enfin, quand on a des hauts revenus, on paye moins d'impôts si on est en REVRA Baham, donc en SARL. Deuxième catégorie, on en a déjà parlé, en fait, on va avoir une protection juridique, chose que l'OSEC Mourché ne donne pas. Oui. Malgré toutes les assurances qu'on pourrait payer cher, on n'a pas de protection juridique. Et le troisième point, c'est en fait d'un point de vue monétique, d'un point de vue renom. Quand je vais faire appel, je vais faire de l'import-export. Si je dis que c'est moi qui fais de l'import-export, on a compris que tu es un petit joueur. Vous pouvez avoir une enseigne ou pas? On peut avoir un nom commercial. On peut avoir un nom commercial. Un nom commercial, oui. Ouais, alors, pour la petite anecdote, je pourrais m'appeler aujourd'hui en tant qu'OSEC Mourché Coca-Cola. Ah, c'est intéressant. Par exemple. Là, vous auriez par contre, au niveau juridique, ça va aller vite. En fait, il vérifie même. Enfin, techniquement, il n'y a pas de vérification dessus parce qu'il n'y a pas de registre de commerce pour un OSEC Mourché techniquement. On va dire c'est un nom commercial qu'on donnerait au bureau de TVA. Donc, c'est-à-dire vous allez coller sur votre facture Coca-Cola, je donne un exemple. Alors, oui, ça va pas aller loin. Mais ma Teudat Zehut apparaîtra quand même. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres professions où il vaut mieux être plutôt en société?
Hors micro, tout à l'heure, j'ai évoqué un cas qui, moi, c'est tout ce qui est hôtellerie, restauration. Vous êtes exposé d'une manière, frontale avec des clients qui, soit il y a des, je vais pas dire des empoisonnements, c'est un peu fort, mais des intoxications alimentaires, soit des clients quand vous avez du Airbnb, ou vous avez ou des boutiques hôtels, des choses comme ça. Regardez, chaque cas, on va dire chaque corps de métier a ses particularités. Donc, en analysant, on va d'abord voir déjà le volume. Un traiteur, le volume d'affaires. Un traiteur, c'est quelqu'un, quand il y a un traiteur, c'est tout de suite 100, 200, 300 couverts. Ça va très vite, même si c'est de l'événementiel, ça va très vite. Les intoxications alimentaires, ça existe. C'est extrêmement courant. C'est pas lié forcément à la marchandise. En général, c'est lié à un employé qui sait juste pas ou mal laver les mains. Souvent. C'est très souvent ça. Donc, je suis traiteur, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant que cabinet comptable? On va prendre 2 cas. En fait, ça va dépendre du volume. Si c'est un petit volume, voilà, quelqu'un il peut être très bon traiteur, mais bon voilà, il va pas faire non plus énormément de volume, on va dire, de chiffre d'affaires. Il suffit d'un client, hein. Oui, alors pour ça il y a des assurances. Il faudra qu'il fasse appel à un assureur et qu'il voit exactement qu'est-ce qui sera couvert, etc. D'accord? De les manières, même si on est en Chevra Baham et qu'en fait il s'est avéré qu'il y a eu un problème, on va dire attitré directement à la personne, que lui-même en fait a fait une fraude ou un truc comme ça, c'est possible qu'on lève le voile et qu'on l'accuse à lui directement. On ne parle pas de fraude là. D'accord, non, pas forcément fraude. S'il y a eu problématique, d'accord. Donc on va prendre donc le cas le plus simple, c'est de dire écoute, tu as un petit traiteur, etc. Souvent on va lui dire écoute, tu vas être un Osek Mourché, Osek Patour, Osek Mourché. Maintenant si quelqu'un va faire beaucoup plus de volume, vous avez parlé de restaurant, etc. Alors là on va voir. On va essayer de voir est-ce qu'il vaudrait mieux être en Chevra pour avoir un meilleur renom, pour avoir peut-être une meilleure fiscalité, pour avoir une protection juridique via ses employés, via ses fournisseurs. La problématique, si on parle des traiteurs, c'est que s'il est en Chevra, il faudra un commissaire aux comptes. Donc souvent, il y en a qui ne vont pas forcément rentrer dans les associés ou pas? Également, très bien, très bonne remarque. Si jamais en fait on a plusieurs associés. Heureusement que je suis là. Hein. Exactement. Si en fait on est plusieurs associés, ouais. Alors là souvent pour que ça soit formel. Combien d'associés pour une société? En Chevra, on peut même être tout seul dans sa Chevra. Okay. On n'est pas obligé de faire plusieurs dans une Chevra. D'accord, on peut déjà être tout seul, mais souvent voilà, si déjà il va avoir. Donc expert comptable et commissaire aux comptes. Ouais, exactement. Ça va être pareil. Finalement, techniquement, ça va être la même chose. Mais bon, on en parle. Il y a aussi un autre système qui existe, ça s'appelle la shoot-foot. Shoot-foot, c'est en fait 2 personnes physiques qui s'associent. Ça peut exister, mais il y a la contrainte ils n'ont pas la protection juridique, c'est comme un Osek Mourché. D'accord. Donc souvent, pour que ça soit carré, il y a un seul compte en banque, etc. Et qu'il y ait plusieurs associés, donc voilà, dans un restaurant. Alors on va leur dire, créez une Chevra Baham, prenez des parts d'actionnariat, et la société commerciale pourra exploiter le restaurant, par exemple. Ok, super. Écoutez, je vous remercie, c'était clair. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. À très bientôt. Merci Eliaou, bonne journée. Here we go. Money, money, making crap for money, money, and money, money, making crap for money, money, yeah. 当他们都在说有钱才能做自我，加入消费主义陷阱，花钱不思索，被市场的艺术厅多得我快数不清，有垃圾点缀的歌我简直都不想听，自卑敏感也会围绕在你周围，渴望财富不断在你心中积累，幻想买些奢侈品来塞进包包，你流的那些口水简直就像黄河淌